Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. La salle de réunion de la préfecture de Saï a servi de cadre ce matin pour la tenue du lancement des activités de l'ONG Nagari dans le département de Saï. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs invités de marque. Plus de détails avec nos reporters Asma Seydou et Halid Bourema. Le présent atelier marque le lancement officiel des activités de l'ONG Nagari. Réduire les inégalités dont sont victimes les jeunes transhumants et les jeunes leaders des communautés d'éleveurs, créer les conditions de leur participation aux instances de dialogue et les prises de décision au niveau communal, tels sont entre autres objectifs visés à travers cette session initiée par l'ONG Nagari, une ONG qui œuvre pour l'action, la promotion de la paix, la bonne gouvernance et le développement durable. Ce dernier nous invite dans une vision commune à une réflexion sur l'avenir et le devenir du département en particulier et du pays en général, voir ensemble une meilleure prévention des gestions des conflits fonciers ruraux. Je mesure à sa juste valeur la portée d'un tel engagement commun. Je tiens à associer à ces remerciements les partenaires Oxfam et le Royaume du Danemark qui, compte tenu de leur agenda, n'ont pas pu assister à cet atelier, mais leur attachement au renforcement des OSC et à la promotion de la gouvernance démocratique et les droits humains est à saluer. Permettez-moi de rassurer les bénéficiaires que toutes les activités prévues dans le cadre de ce projet seront exécutées de manière concertée avec la participation de toutes les parties prenantes. Ainsi, vu l'importance des produits attendus de cet atelier, je souhaite vivement que les représentants des bénéficiaires prennent part activement aux échanges en vue de proposer des pistes et améliorer la stratégie d'intervention car le contexte sécuritaire l'exige, ce qui permettra une meilleure intégration du genre dans le COFOP, les COFOCOM, COFODEP et les cadres de dialogue. Par rapport à ce présent atelier, donc c'est important de rappeler que c'est un projet qui est intitulé Intégration des jeunes éleveurs et des femmes leaders dans les instances de prise de décision et de prévention des conflits. Pourquoi ce projet? Dans le cadre des activités de la structure, donc avec les acteurs à la base, il a été constaté que dans ces organisations de prévention des conflits fonciers ruraux, il y avait eu certes des places réservées aux femmes par les textes de loi, mais la manière dont ces femmes et ces jeunes ont été identifiés vraiment reste à désirer. Raison pour laquelle on s'était dit c'est bon d'initier ce projet pour permettre de choisir les vrais représentants des éleveurs, mais aussi les représentantes des femmes et des jeunes pour pouvoir les intégrer dans ces structures de COFO et COFOCOM, mais aussi les amener aussi à dialoguer au niveau des communes et du département. Une initiative saluée par le préfet du département de Saï, car le thème est d'une importance capitale pour la population nigérienne en général et celle de Saï en particulier. Ce projet cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités de la 7e République, car il s'inscrit dans la droite ligne du programme de Renaissance Acte 2 du président de la République Mahamadou Issoufou, qui fait de la sécurité des citoyens son cheval de bataille. Ainsi, au courant de cette journée, vous aurez à découvrir les activités planifiées, les acteurs qui seront impliqués dans le but de conduire des échanges permettant de dégager une stratégie d'implication des principaux acteurs, tout en tenant compte du contexte sécuritaire de la région. Ce projet intervient dans plusieurs localités, à savoir le département de Saï, Ouro-Galadio et Tamou. Le préfet du département de Saï et le responsable de l'ONG Nagari ont signé un protocole pour une meilleure collaboration pour travailler au profit de la population du département de Saï. Pour
Ouverture ce matin à l'Académie des arts martiaux de Niamey d'un atelier de formation des acteurs clés et groupes nationaux de travail PCF sur l'inclusion scolaire et le handicap. Cette formation qui durera 2 jours est organisée par la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO EPT. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni Moussa et Sadoumi. Mettre au diapason ces participants de la situation criarde sur l'inclusion scolaire chez les handicapés en vue d'être des acteurs clés de changement pour une éducation inclusive et de qualité, objet de cet atelier initié par la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO EPT. Cette formation est envisagée au profit des acteurs clés et groupes nationaux de travail PSF sur l'inclusion scolaire et les handicaps pour accompagner les décideurs dans la mise en œuvre de différents engagements consignés dans les programmes et les plans d'éducation. Il permettra donc de sensibiliser ces acteurs que vous êtes sur l'inclusion scolaire et les handicaps afin de garantir une meilleure prise en compte de l'inclusion dans le système éducatif nigérien, conformément aux engagements pris par nos États dans le cadre des ODD notamment, de lutter contre toutes les formes d'exclusion et de marginalisation, ainsi que contre les disparités et inégalités en matière d'accès, de participation et des résultats de l'apprentissage. D'axer les efforts sur les plus défavorisés, en particulier les personnes handicapées, afin que nul ne soit laissé pour compte. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Éducation inclusive au Sahel a eu le soutien d'Handicap International. HI, qu'on appelle Humanité et Inclusion, connu à l'époque sous le nom de Handicap International. Le projet il a des résultats encourageants, mais beaucoup de choses restent à faire. Surtout que le niveau institution, on a encore la plupart des partenaires, des acteurs clés ne sont pas suffisamment informés de ce dispositif d'inclusion scolaire des enfants handicapés. Et c'est pourquoi ASSO EPT a initié cet atelier pour pouvoir en tout cas agir au niveau institutionnel, au niveau des ministères, pour que chacun, dans sa sphère de responsabilité, prenne en compte l'éducation des enfants handicapés. Venu du niveau central des ministères en charge de l'éducation, de la formation professionnelle et du ministère de la population, des membres des groupes thématiques du GLPE, ainsi que les membres de la coalition ASSO EPT. Ces participants, 2 jours durant, vont être outillés afin d'être capables de mener des plaidoyers pour le respect des engagements du Niger en matière d'éducation inclusive et pour la prise en compte des enfants handicapés. Lancement ce matin à l'arrondissement communal Niamey 2 des travaux d'un atelier de 2 jours de formation des jeunes et représentants des structures locales sur la résilience des communautés à la violence et à l'insécurité organisée par SOS Civisme. Hamza Sakou et Chebigiso pour le contrat. En plus des efforts consentis par les autorités pour pallier au problème de l'insécurité, SOS Civisme a initié une session de renforcement des capacités des organisations locales des arrondissements communaux. Ce présent atelier intervient dans le cadre du projet Agir pour la résilience communautaire à la violence et à l'insécurité par l'amélioration de la responsabilisation sociale, un projet initié par l'ONG SOS Civisme. À travers la présente formation, nous visons à renforcer les capacités des jeunes champions NDI, de responsables de la société civile au niveau local, de responsables des services techniques communaux. Cette formation est organisée en collaboration avec National Democracy Institute. Ainsi, ce présent atelier vise à renforcer la résilience des communautés à la violence et à l'insécurité. Cette activité rentre dans le cadre du programme Renforcer la résilience communautaire à la violence, à l'insécurité par l'amélioration de la responsabilisation sociale. Le programme vise 3 objectifs principaux. En premier, le programme vise à aider donc les communautés des régions bénéficiaires
pour renforcer et améliorer la responsabilisation des acteurs locaux. Le deuxième objectif vise à renforcer la capacité des jeunes à s'investir de manière concrète et constructive dans le développement de leur commune. Et enfin, le troisième objectif, le programme vise donc à renforcer les relations entre les citoyens et les services de sécurité pour instaurer la confiance et améliorer leur communication. Prenez la parole. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général du gouvernorat n'a pas manqué de préciser l'attention qu'accordent les autorités à la question sécuritaire. Comme vous le savez, la résilience communautaire à la violence et à l'insécurité par l'amélioration de la responsabilisation sociale cadre parfaitement avec les priorités des autorités nigériennes. L'axe 4 du plan de développement économique et social PDS 2017-2021 a été consacré à l'amélioration de la gouvernance, paix et sécurité. Pour assurer la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de notre pays, comme sur toutes ses frontières, l'État du Niger et ses partenaires sont résolument engagés et constants d'efforts énormes. Enfin, le secrétaire général de la délégation spéciale commune 2 de Niamey exhorte les participants à faire preuve d'esprit de responsabilité et de sérénité pour bien assimiler les rudiments de cette formation qui durera 2 jours. Autre aspect de cette édition, notre compatriote journaliste écrivain Siddiq Abba a récemment publié un livre en collaboration avec l'ancien gouverneur de Difa, Lawali Dandano. Ce livre intitulé Voyage au cœur de Boko Haram nous éclaire un peu plus sur cette organisation terroriste qui opère dans les lits du lac Tchad. Le reportage est signé Hassan Saleh Mustafa. Voyage au cœur de Boko Haram, c'est un ouvrage co-écrit par Dandano Mohamed Lawali et le journaliste écrivain nigérien Siddiq Abba. Il était dans la région de Difa où il avait rencontré des ex-combattants de Boko Haram du centre de repentir de Goudmaria. Nous avons trouvé des personnes qui ont rejoint Boko Haram parce qu'elles ont adhéré à son idéologie religieuse. D'autres personnes se sont retrouvées là tout à fait par hasard parce qu'elles étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, comme l'exemple de cette jeune fille que nous avons rencontrée, qui avait 12 ans, qui revenait du champ familial et qui a été interceptée par le combattant de Boko Haram. Il y a aussi l'exemple de ce tailleur-là qui, à force de faire des retouches aux gens de Boko Haram, s'est retrouvé embrigadé parce que les gens de la secte ont estimé qu'il fallait l'amener avec eux pour qu'ils puissent travailler pour eux au quotidien. Il y a enfin un troisième profil, une troisième catégorie, c'est des personnes qui sont allées dans Boko Haram par calcul, qui ont estimé que peut-être qu'on peut gagner de l'argent. Beaucoup de jeunes que nous avons rencontrés sont partis comme ça en se disant que peut-être même sans savoir ce qui nous attend dans les rangs de Boko Haram, c'est mieux que la situation d'oisiveté dans laquelle nous sommes. Toute la partie qui est touchée par Boko Haram, que ce soit au Niger, au Nigeria, au Cameroun ou au Tchad, est une partie où la pauvreté, l'absence d'emploi, ces deux valeurs-là se sont installées et ça a permis à Boko Haram de mobiliser plus facilement. À chaque attaque, selon l'auteur, les éléments de Boko Haram ciblent les femmes pour en faire d'elles leurs otages pour des questions stratégiques. Quand il s'agit des femmes, elles sont enlevées, elles sont ramenées par la secte dans les localités qu'elles contrôlent parce qu'il y a un usage particulier, parce qu'elles font partie de la stratégie de recrutement, elles font partie de la stratégie de combat, donc elles ont plus de valeur même que les combattants souvent. Au-delà du fait qu'elles sont utilisées pour appâter des recrues, parce que les recrues souvent on leur dit venez, on va vous donner une épouse, on va vous donner une moto, donc ça attire les gens. Il y a aussi le fait que, comme vous savez, dans cette partie de l'Afrique, il y a des valeurs sociales qui font qu'on a moins de suspicion envers les femmes qu'envers les hommes. Dans cet ouvrage, Siddiq a aussi évoqué le mode de fonctionnement du groupe Boko Haram. Boko Haram et les ex-combattants nous l'ont dit, a des structures d'accueil de nouvelles recrues qui sont initiées au maniement des armes avec une instruction vraiment digne d'une armée régulière. Boko Haram a des stratégies militaires. Nous avons ainsi pu savoir qu'il y a beaucoup de sections
il y a des sections de 10-15 personnes à la tête desquelles il y a un lieutenant. Il y a aussi des tribunaux internes à Boko Haram. L'option prise par les autorités nigériennes de déradicaliser les ex-combattants, une belle idée, estime l'écrivain. Lorsque les autorités nigériennes ont lancé le programme en décembre 2016, elles ne s'attendaient pas à un tel enthousiasme. Dans ce centre-là, il y a au moins 250 personnes qui sont venues volontairement en peu de temps. Si on le faisait par exemple 250 au Niger, 250 au Tchad, 250 au Nigeria, 250, on aurait des milliers de personnes qu'on pourrait soustraire de rang de Boko Haram. Ça aiderait à affaiblir les rangs de Boko Haram sans qu'on ait eu besoin d'acheter des avions, d'acheter des chars qui, de mon point de vue, ne sont pas les types d'équipements les mieux adaptés pour combattre une secte comme Boko Haram. Donc c'est pour ça que je pense que ce programme-là mérite encore plus d'attention de la part des autres pays africains et de la communauté internationale. De 2009 à nos jours, Boko Haram a fait plus de 27 000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés, notamment dans les pays touchés, le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Le comité d'organisation de prêche et sensibilisation islamique a organisé dans la nuit du 29 au 30 décembre 2019 un grand prêche dans le 5e arrondissement communal de Niamey. L'objectif visé est de prier le bon Dieu afin qu'il assiste nos forces de défense et de sécurité dans leur combat contre les forces du mal. Le résumé de ce prêche avec Adam Ousmana et Sadoudouni. Ils sont quelques dizaines de fidèles musulmans à braver le froid pour assister au présent prêche qui porte sur plusieurs thématiques, les unes plus importantes que les autres. En marge de ce rendez-vous religieux, l'un des initiateurs nous donne les raisons ayant motivé son organisation. Ce qui nous a poussé à organiser ces grands prêches, c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous donner la paix dans notre pays. Et une bonne éducation, surtout à nos enfants, à la jeunesse. C'est pourquoi on a organisé ces grands prêches, parce qu'aujourd'hui, nous le savons que la paix, aujourd'hui, elle n'a pas de prix. C'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. Donc, on a organisé ces grands prêches, c'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous donner la paix et la sécurité dans nos pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège, accompagne, assiste nos porteurs détenus, surtout nos civils aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et protège notre pays contre les criminels. C'est pourquoi on a fait ces grands prêches pour pouvoir faire des invocations, amener notre contribution en tant que prédicateur. On a organisé ces grands prêches, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix, la tranquillité, la sécurité dans notre pays, surtout dans nos pays en Afrique et dans le monde entier. Une noble initiative qui doit faire école, car des invocations, nos forces de défense et de sécurité en ont besoin afin de garantir l'intégrité du territoire national et la sécurité de tous les citoyens. Il est aussi important qu'au cours de ce genre de rencontres religieuses, l'accent soit mis par les oulémas sur le caractère non religieux que les forces du mal mettent en avant dans leur sale besogne pour embarquer certains jeunes désemparés. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.